Il y a certains moments, ils sont inoubliables. Des fois, c'est juste à cause de l'émotion qu'ils procurent, d'autres fois, c'est juste à cause de l'héritage qu'ils laissent, et c'est surtout valable pour les animés. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir aujourd'hui 19 moments marquants dans l'histoire des animés. Mais d'abord, faut que je vous dise, je suis pas une encyclopédie, hein. Si vous cherchez à vraiment connaître toute l'histoire des animés en détail, il y a Wikipédia pour ça. C'est juste des moments qui sont importants pour moi dans les animés et desquels je voudrais parler. Faut que je précise aussi parce que je vous vois venir. Je vais parler d'animés là, mais des fois, je vais parler de manga aussi. C'est obligatoire. Donc venez pas me dire, ouais, gneu, t'as une chaîne YouTube, mais tu connais pas la différence entre animé et manga, sinon je vais vouloir vous étrangler. Je vais t'étrangler. Vas-y, bref, on a assez bavardé. C'est parti. Le commencement. Bon, vous avez compris, on va pas raconter toute l'histoire des animés depuis le début, mais quand même, faut savoir à quel moment ça a commencé à être vraiment populaire. Et pour vulgariser le truc, je vous le dis, c'est à partir d'Astro Boy. Mais pas que. En général, le début du succès de l'animation japonaise, ça vient d'Osamu Tezuka. J'espère que tout le monde connaisse ce grand monsieur, hein, parce que c'est en partie grâce à lui que les animés ils ont pris une grande importance au Japon. Il a essayé plein de trucs, plein de techniques différentes d'animation, et il a permis d'avancer très vite jusqu'à des grandes œuvres comme Akira par exemple, pour arriver après à l'âge d'or des animés dans les années 90. Mais vas-y, tout ça c'était qu'au Japon. Pour l'instant. Popularisation des animés en France. Je serais pas là aujourd'hui pour vous en parler si les animés c'était pas devenu super populaire en France. Aujourd'hui, on est le deuxième pays consommateur de manga et d'animés au monde, juste derrière le Japon. Et ça, on le doit en grande partie à une émission légendaire, le Club Dorothée. Une émission dans les années 80-90 où ça diffusait plein d'animés de l'époque qui voulaient s'exporter en dehors du Japon. C'est aussi vers cette époque que Senseiya, Sailor Moon et bien d'autres sont arrivés en France. Ça a vraiment permis à beaucoup d'enfants qui sont maintenant des grands adultes de connaître le monde des animés. Mais justement, c'est un des animés qui passait dans cette émission qui va changer l'histoire à tout jamais. Force est insensée, quel est donc cet homme que j'ai en face de moi? C'est moi, wesh. Le combat de Goku contre Freezer. Vous savez très bien que quand on parle du manga le plus légendaire d'histoire, on parle tous de Dragon Ball. Il y a rien de mieux pour illustrer l'importance de Dragon Ball que de parler de son combat le plus historique. Son Goku, le guerrier légendaire, contre Freezer, le plus grand tyran de l'univers 7. Un des combats les plus longs de l'histoire des animés, avec une vingtaine d'épisodes et presque 7 heures de combat. Ça fait beaucoup là, non? On retrouve ici tout ce qui nous a fait aimer les animés dans notre vie et surtout les shonen. Un méchant légendaire avec Freezer, une transformation iconique avec le Super Saiyan et un combat inoubliable. C'est le moment qui fera passer l'œuvre dans une autre dimension et qui révolutionnera Dragon Ball, qui révolutionnera lui-même le shonen à son tour. Mais faut que vous sachiez qu'il n'y a pas que le shonen dans la vie, hein. Chihiro? Est-ce que c'est moi? Ah! Est-ce que c'est mon vrai nom? Le studio Ghibli. Dans le début des années 2000 en France, nos salles de cinéma elles ont été envahies par des films d'animation japonais de grande qualité. Je me souviens encore quand j'étais petit avec l'école, on allait voir ces films carrément. Le voyage de Chihiro, Princesse Momonoke, Le château ambulant, et encore plein d'autres. Le point commun entre tous ces films, c'est qu'ils ont été réalisés par le studio Ghibli. Mais là, tu vas me dire, c'est quoi le studio Ghibli, Kurohashi? Bah, je t'explique. Si tu sais pas ce que c'est le studio Ghibli, dis-toi que quand tu vois un film d'animation japonais et que tu te dis, waouh, mais on dirait de l'art, hein, bah, c'est un Ghibli. Même si les animés japonais, ils avaient du mal à vraiment s'imposer en France cette période, ces films, ils ont permis aux japonais d'être connus du grand public. Et ça allait pas s'arrêter là, puisqu'il y a 3 animés très méchants qui sont arrivés juste après. La naissance du Big Tree. À la suite du gigantesque Dragon Ball et l'âge d'or des animés, la question de la relève elle commençait vraiment à se poser. Il y avait beaucoup d'inquiétudes, ça commençait à se dire qu'on reverrait plus jamais des animés aussi énormes. Et c'est à ce moment-là qu'il y a 3 animés qui sont sortis du lot et qui ont régné sur plus de 10 piges d'animation. Ces 3 œuvres vont s'inscrire au panthéon des animés et certaines de leurs scènes elles sont encore gravées dans nos mémoires. La saga Water 7 de One Piece. Pour moi, c'est vraiment à partir de là que One Piece ça passe à un niveau supérieur. On est vers 2006-2007, juste après un arc qui avait pas forcément fait l'unanimité à l'époque, Skypiea. La saga Water 7 de One Piece, elle vient nous montrer l'essence même de l'aventure et du combat dans les animés. On a tout ce qu'il faut dans un arc d'animé. On est pressé par le temps parce qu'il faut aller sauver Robin. On commence à se dire ouais c'est une traite, tout ça, on commence à douter. Chaque membre de l'équipage il arrive pour la sauver, chacun a son combat, plein de power-up, des flashbacks, des émotions de fou avec le Vogue Mary aussi à la fin. Bref, on avance vraiment d'un très grand pas dans l'œuvre et c'est ce moment là de l'animé qui vient faire vraiment respecter One Piece en France. Parce que comme je l'avais dit dans une ancienne vidéo, à l'époque dans le Big Tree One Piece c'était le plus petit. Il y avait 2 œuvres qui étaient bien plus populaires que One Piece en France. なんだその胸を引き裂けばその中に見えるのか L'arc du Wekumundo dans Bleach.
On parle souvent de l'arc de la Soul Society où on part sauver Rukia, on dit que c'était le meilleur de l'anime, etc. Mais pour moi, encore une fois, je me souviens surtout de l'époque où l'arc du Ueko Mundo il sortait. C'était masterclass sur masterclass, on se régalait chaque semaine. Fallait aller sauver Orime la pleureuse. On rencontre tous les Arrancars, toutes les batailles des Shinigami contre eux, les capitaines, on monte petit à petit en intensité. On arrive à Ichigo contre Grimjo, et après on monte encore plus. On arrive à Ichigo contre Ulquiorra. C'est deux combats qui sont sûrement deux des meilleurs combats de Bleach. Tout ça pour enchaîner avec la bataille dans la fausse ville de Karakura contre le big boss du monde entier, Aizen. C'est vraiment ce genre d'arc dont on se souvient toute notre vie et qui révolutionne la vision des gens sur les animés. Mais vous avez compris, si on a parlé de One Piece et de Bleach, il nous manque encore parler du dernier du Big Three. Sûrement celui qui était le plus connu en France. Je parle bien évidemment du ninja le plus connu au monde. La mort de Jiraiya dans Naruto. Naruto, un ninja qui rêve de devenir le chef de son village. On l'a déjà suivi pendant de longues années où il était petit, il apprenait à devenir un bonhomme. Mais là je vous parle d'une époque où Naruto c'était déjà au top de sa popularité. On se demandait même comment on pourrait aller plus loin que ça. On était dans Shippuden et Naruto il avait déjà bien grandi. Mais ça c'était sous-estimer le grand Masashi Kishimoto. La mort de Jiraiya, ça va venir littéralement changer toute la suite du manga. On savait qu'après ça, Naruto ça serait plus du tout pareil. Et qu'on était en plein sur un des arcs d'animé dont on se souviendra pour toujours comme pour Bleach. Dites-vous, on a enchaîné la mort de Jiraiya, le deuil de Naruto, l'entraînement en Mont Myoboku, Pain qui vient détruire Konoha et le combat final Naruto contre Pain. La France entière elle avait tremblé à ce moment-là et c'était vraiment un des moments où les animés étaient au top du top dans l'hexagone. Bref, on peut dire que c'était trois arcs légendaires qu'on a vu là et bien sûr justement grâce à ces trois œuvres, il y avait une grande porte pour des œuvres un tout petit peu moins connues mais avec autant de qualité. 誰にも言わないよ。何？私はLです。 Le climax du duel entre L et Kira dans Death Note. Tout le monde connaît Death Note. Bah oui, c'est l'animé qu'on envoie en premier à toutes les personnes qui en ont jamais regardé. Dès que quelqu'un dit ouais, y a pas un animé bien à regarder, j'ai jamais regardé, blablabla, Death Note. Et ce qui représente le plus cet animé, bien sûr, c'est sa première partie avec le duel entre L et Kira. Intelligence, coup de vis et plein de retournements de situation. On va assister à une bataille où les deux personnages vont se rendre coup pour coup. C'est en grande partie pour ce duel légendaire que Death Note est aussi connu que ça, et la deuxième partie de l'anime va être beaucoup moins aimée par les fans. On se souviendra toujours de la première fois où elle il met un gros coup de bluff à Kira à travers la télé dès leur première rencontre. Tout ça, ça va créer une grande rivalité qui va attiser les foules, et ça donnera à beaucoup de personnes l'envie de s'intéresser plus en profondeur aux animés. Mais justement là on parle d'un manga assez psychologique, mais il y a aussi eu tout le contraire. On a eu des animés remplis de testostérone. Zenbu. Takamura contre Hawk dans Hajime no Ippo. Quand cette scène elle est sortie en animé, on en avait littéralement que pour Hajime no Ippo. Sûrement le manga de sport le plus connu du monde avec High Shield 21 et Olivier Tom, on assiste ici à une représentation parfaite de ce qu'est l'esprit shonen à l'état brut. Deux bonhommes qui se foutent sur la gueule, le gentil contre le méchant, ça joue aussi sur ta sensibilité avec la vengeance et tout parce que Hawk il a tapé le coach, on était super hype à l'époque. C'est ici qu'on a vraiment compris qui était le personnage de Takamura Mamoru, l'homme alpha pour de vrai. Et du coup à partir de là, tout le monde va s'intéresser encore plus au manga de sport et ça va être une grosse période pour les animés de sport qui vont sortir de partout. Avec que des grosses masterclass comme Ace of Diamond, IQ ou encore Kuroko no Basket. Il y en aura plein d'autres qui vont venir par la suite, dont un très en vogue en ce moment. Mais c'est pas le seul toujours qui va être en vogue vers cette période, vous allez voir. 諸君らが解放される条件はただ一つ。このゲームをクリアすればよい。 Sword Art Online ou l'émergence des Isekai. Ah, les Isekai. Vous savez ce genre où on prend un personnage du monde réel qui va finir dans un monde plus fantaisiste? Bah c'est grave à la mode depuis un bon moment maintenant, et toutes les saisons on en mange au moins 2 ou 3 nouveaux. Mais faut pas oublier que Sword Art Online c'est le premier animé de ce genre à devenir réellement très connu, et ça va permettre de populariser le genre en ouvrant la voie à des centaines d'autres. Au début des SAO, pendant la première partie de la saison, on commençait vraiment à croire qu'on tenait un des animés les plus légendaires du siècle. Et en vrai de vrai c'était bien parti hein. Par contre c'est vraiment parti en couille après avec leurs histoires d'elfes, tout ça, d'inceste, tentacules, je sais pas quoi, là c'est bon, y a trop de gens qui ont quitté le navire. Mais quand même ça a permis de populariser le genre et on a vu plein d'autres des isekai de qualité qui sont venus après, comme Logorizon, Overlord ou encore ReZero. Il en existe pour tous les goûts. Mais parfois les nouveaux genres d'anime c'est pas tout ce qu'on va regarder. Des fois on aime bien revenir à l'ancienne, et ça les studios ils l'avaient bien compris dans la décennie 2010. やっぱ俺も走ろうっと。おお、かっこいい。俺切るわ。俺はゴン。 Les reboots d'animés des années 90. Hunter x Hunter, Jojo, Fullmetal Alchemist Brotherhood, Ushio Totora, Devilman Crybaby. On avait énormément de mangas qui avaient eu le droit à une adaptation animée à l'époque, mais qui avaient jamais continué, ou alors elles rendaient pas vraiment hommage au manga comme il se doit. Dans les décennies 2010, on a le droit à tous les reboots des animés des années 90. Attends. Alors pendant la vidéo, je me suis rendu compte qu'en fait ça s'appelle des remakes et pas des reboots. La différence elle est vraiment subtile, mais c'est important de le préciser.
C'est grâce à ce genre d'initiative qu'on a pu avoir des gros succès tardifs pour JoJo et Hunter x Hunter par exemple, ou encore même pour Devilman Crybaby. Ça avait vraiment tout pété quand c'était sorti à l'époque sur Netflix. Mais du coup, reprendre des histoires du passé c'est cool, mais c'est pas toujours suffisant. Parfois on veut des nouvelles histoires, voire des thèmes qu'on connaît déjà mais qu'on n'avait jamais vu représentés avant. Et dans ce thème-là... L'extraterrestre Shingeki no Kyojin. Après que les trois rois qui étaient Naruto, One Piece et Bleach se soient installés, on a eu du mal avant qu'un autre animé vienne nous mettre des baffes et s'imposer vraiment comme un taulier. C'était sans compter sur l'arrivée de l'extraterrestre qui est l'attaque des titans avec son histoire incroyable. On m'appelle l'OVNI. Franchement, au début de l'œuvre, t'es perdu. Tu comprends plus rien, tu sais même pas si c'est un shonen ou un seinen. Et l'exemple parfait qui représente ce que je dis, c'est cet épisode de RN, il meurt dès le début de l'histoire. Wesh, ça a presque traumatisé toute une génération entière. Tu commençais à dire que tout le monde pouvait mourir et tu te sentais un peu dans une sorte de Game of Thrones des animés, c'était incroyable. Au même titre que Death Note, c'est une des œuvres qui a donné envie à beaucoup de personnes de s'intéresser de plus près au monde des animés et des mangas. Et juste pour ça, on devait de le citer, surtout qu'après ça, rien ne sera plus jamais comme avant. La première saison de One Punch Man. Cette première saison de One Punch Man pour moi c'est vraiment la période à laquelle il y a eu l'essor d'internet dans le monde des animés. Là vous devez sûrement vous dire mais qu'est-ce qu'il raconte lui? C'est quoi le rapport entre One Punch Man et internet dans les animés? Et bah je vais vous le dire. Pour ceux qui étaient présents à l'époque, vous devez vous rappeler que One Punch Man c'était vraiment très connu même avant son animé. La hype autour de ce manga elle était trop importante, surtout qu'on avait des dessins de fou avec Yusuke Murata. Tout le monde se disait mais qu'est-ce que ça va donner en animé? Comment on va représenter ça? C'était comme quand on attendait LeBron James en NBA pour ceux qui connaissent. Bref, et bah c'était là où vraiment tout le monde commençait à donner son avis sur internet, sur les forums ou sur Twitter. Et c'est plus ou moins à partir de là que les communautés de chaque manga ou animé vont se faire remarquer de plus en plus. Et pour en revenir à One Punch Man, après avoir réussi à assumer les attentes autour de son animé avec une animation et des combats de très très bonne qualité, One Punch Man pour moi ça a été la porte ouverte à toutes sortes de hype différentes sur plein de mangas et animés différents. Mais en même temps c'est un peu normal vu que ça coïncide avec la période où toute la France commençait à vraiment kiffer les animés. Et ça on se demande pourquoi hein. L'arrivée des animés sur Netflix. Vers le milieu de la décennie 2010, Netflix avait tout compris. Il fallait qu'ils prennent un tournant, et un tournant très important, celui des animés. La plateforme elle a alors décidé d'investir sur plusieurs animés à succès au début et essaie de marquer directement grâce à des œuvres populaires comme Naruto et Hunter x Hunter par exemple. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé à rentrer dans le monde des animés grâce à ça, et c'est ce que les vieux cons comme moi on aime bien appeler la génération Netflix. Je me moque souvent de ces gens, hein, mais c'est vraiment pour plaisanter parce qu'en vrai c'est génial que ça soit arrivé, ça permet à de plus en plus de gens de s'intéresser au monde de l'animation japonaise, et plus on est de fous, plus on rit. Bon après j'avoue que ça donne la parole à n'importe qui et moi ça me saoule de devoir débattre avec des gens qui pensent tout connaître parce qu'ils ont vu Gambling School ou Desperate, mais vas-y à la base c'est moi le vrai puriste ici, je suis vieux, je connais depuis longtemps. ビル様、何かコメントは？来るぞ。 Dragon Ball Super, la révélation de l'Ultra Instinct. Bon, exceptionnellement ça va être la deuxième fois qu'on parle de Dragon Ball dans cette vidéo, mais quand je vous parlais des sorts d'internet, c'était pile ça. Le retour d'un animé légendaire avec une suite que personne n'attendait, une transformation encore moins attendue et une OST de fou. C'était le cocktail parfait pour qu'internet devienne fou et se souvienne de ce passage à tout jamais. J'en parle même pas longtemps, hein, mais j'étais obligé de le mentionner, surtout avec ce qui va arriver derrière. 約束なんだ。 L'ascension de Demon Slayer. Un manga qui a été passé sous les radars de presque tout le monde. Demon Slayer ça a su remonter la pente avec un animé qui est venu tout déchirer en 2019. Animation de fou, histoire cool dans un monde japonais à l'ancienne, des combats de bâtards. Il en fallait pas plus pour propulser l'œuvre dans le top de l'histoire en battant tous les records. Le manga il s'est même vendu plus que One Piece wesh sur l'année. C'est aussi à partir de ce moment plus ou moins que les bandeurs d'animation ils vont sortir de leur cachette. Ils ont commencé à faire crari, ils connaissaient tous les animateurs du monde, tout ça. Ils jugeaient l'animation de tout ce qui est sorti après. Et si tu sais pas au moins aussi bien que Demon Slayer, c'était nul pour eux. Mais bon, en vrai est-ce qu'on peut leur en vouloir vu la qualité qu'avait proposé Demon Slayer à ce moment? Tout était ridicule à côté. Et justement grâce à tout ça, on va commencer à avoir en Demon Slayer et dans d'autres œuvres une forme de relève. Les nouvelles têtes d'affiche. Dans toute cette masse de nouveaux animés et mangas, certains ils ont quand même réussi à se faire remarquer et très fortement. Il y en a même qui ont réussi à nous parler de nouveaux Big 3 tellement ils étaient excités, mais bon ça veut rien dire, ça doit être encore un coup de la génération Netflix. On a des animés comme Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, My Hero Academia et quelques autres qui viennent rejoindre l'immortel One Piece dans le haut du panier et qui vont s'installer confortablement dans le top des animés de pas mal de monde. On est un petit peu dans une période où il y a beaucoup d'œuvres de qualité qui sortent et franchement ça fait plaisir. Carrément on arrive même à un stade où parfois on a des mois ou des saisons plutôt chargées. Hein. L'automne 2022.
On est en plein dedans. Le retour de Bleach, la deuxième partie de Spy X Family, l'arrivée de Chainsaw Man ou encore l'arrivée de Blue Lock, la suite de Mob Psycho et la suite de Yowamushi Pedal. Ça résume et représente parfaitement ce que sont devenus les animés de nos jours. Et la hype qui est autour de tout ça, ça nous prouve encore qu'on a de beaux jours devant nous. Quand on regarde le chemin parcouru, on ne peut que être heureux de ce que sont devenus les animés, surtout en France. Bon bah voilà, hein. C'est une vidéo plus sérieuse que d'habitude entre guillemets pour une fois, mais j'avais envie de voir si je pouvais tenter du contenu comme ça. Et de toute façon en vrai de vrai je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. Je suis un peu beaucoup moins présent sur YouTube en ce moment, mais j'essaie quand même de poster pas mal de contenu original sur TikTok, donc venez vous allez voir on rigole bien. Allez, viens. En ce qui concerne YouTube, il y a 2-3 vidéos très intéressantes qui vont arriver, je vous laisse quelques indices mais vous verrez ça va être bien. Ça va aller très bien même. Dites-moi dans les commentaires quels autres moments marquants j'aurais pu mettre et aussi ceux que vous avez préférés de la vidéo. Si la vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si vous voulez d'autres vidéos du genre parce que quand même là il y a un sacré nombre de non-abonnés à la chaîne. J'espère encore une fois que ça vous a plu et nous on se retrouve très vite j'espère. C'était Kurohashi. Mais God of War Ragnarok c'est vraiment le jeu de l'année en fait.